Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison, en direct de New York. Je sais pas pourquoi je dis en direct, c'est un truc que tout le monde dit, mais c'est pas du tout en direct vu que c'est un podcast. Mais je te parle en tout cas actuellement dans mon Airbnb qui est à Harlem, à New York. Et hier soir, je suis allé à l'Apple Store de la 5e avenue. Pour moi, c'est un peu mon, tu vois, en gros, en tant que gros Apple addict, c'est un peu mon église, voilà, mon église. Et je suis allé dans la capitale de toutes ces églises, dans ma Mecque, si tu veux, qui est l'Apple Store de la 5e avenue, qui malheureusement était fermé, mais donc qui avait été, pour travaux, mais il avait été déplacé à côté. Et j'ai acheté le nouvel iPad Pro 10,5 pouces. Alors, pourquoi j'ai attendu d'être à New York? Parce que déjà, c'est beaucoup moins cher, et parce que je voulais l'acheter dans l'Apple Store de la 5e avenue, c'est aussi très émotionnel. Et en fait, mon objectif, parce que j'ai remarqué qu'on avait atteint les 40 épisodes hier, et mon objectif pour le 41e épisode et pour le suivant, c'est de passer tout mon workflow sur iPad. Ça veut dire qu'avant, j'enregistrais mon épisode, parfois sur mon iPhone, parfois sur mon Mac, mais à chaque fois, je le passais sur mon ordinateur pour le monter, pour faire pour faire la compression, tout ça, et puis pour l'uploader. Et là, mon but, c'est de pouvoir travailler entièrement sans ordinateur. Et donc depuis ce matin, je fais un peu des tests sur mon iPad Pro. Alors, faut savoir deux choses importantes, c'est que déjà j'ai installé la bêta de iOS 11 qui est le prochain système d'exploitation pour iPad et iPhone qui va sortir en septembre. Tu peux déjà installer la bêta, tu tapes Apple Public Beta, tu vas trouver. Et la bêta te montre pas mal de choses, il y a plein de nouveautés pour l'iPad qui sont vraiment intéressantes pour la productivité. Il y a notamment une sorte de dock, donc une sorte de barre des tâches. T'as un multitâche qui est avancé, t'as le glisser-déposer, ce qui te permet vraiment d'aller beaucoup plus loin que ce que tu peux faire avant. Et moi, ça fait plusieurs années que j'ai envie de travailler sur iPad et à chaque fois j'essaye et puis je me dis ouais non, c'est quand même pas comme un Mac. Et là pour la première fois j'ai eu la sensation que c'était vraiment mieux. C'est-à-dire que ça remplace à la fois un ordinateur mais aussi un carnet de notes. Et moi c'est deux outils que j'utilise beaucoup. J'utilise l'ordinateur pour les logiciels qui vont avec, pour les uploads, pour la gestion des fichiers, tout ça. Et j'utilise un carnet de notes pour prendre mes notes avant les émissions, pour faire des petits schémas, pour faire des petits croquis. Et sur l'iPad, avec l'Apple Pencil, finalement, ton iPad peut se transformer en carnet de notes. Et avec iOS 11, tu peux à peu près noter en fait n'importe quoi. Et donc, ce que j'ai fait là pour préparer cette émission, qui va être une émission questions-réponses, c'est que je suis allé dans mes mails, j'ai regardé toutes les questions que j'avais reçues, j'ai fait une capture d'écran, et puis en dessous, j'ai noté quelques éléments de réponse, quelques petits schémas. J'ai regroupé tout ça dans une note, et là, je suis en train d'enregistrer ce podcast avec l'application Ferrit de mon iPad. Et en même temps, je suis en train de regarder les notes que j'ai prises sur ce podcast pour pouvoir y répondre. Bref, vous m'avez posé pas mal de questions comme d'habitude. Si t'as de nouvelles questions à me poser pour que j'y réponde dans un prochain épisode, comme d'habitude, le lien est en description, c'est go.antoinebm.com/questions et donc j'y réponds régulièrement. Donc j'ai sélectionné quelques questions et je vais y répondre maintenant. Donc première question de Kizan. Quelle serait ta vie si tu avais décidé de devenir salarié et de le rester? C'est une bonne question, c'est un peu la question est-ce qu'on doit prendre ses rêves tout de suite ou est-ce qu'on doit attendre ou est-ce qu'on doit se dire que finalement sa vie est pas si pourrie? Moi je pense que quand on fait un truc qu'on aime vraiment pas, il faut trouver une solution, il faut trouver autre chose. Et moi j'ai déjà essayé d'être salarié. Je peux pas dire que je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat parce que j'ai fait plusieurs stages, ensuite j'ai travaillé 1 an en alternance, donc en tant que salarié avec le statut de salarié. Et ce que je peux dire, c'est que pour moi, le problème, c'est pas l'entreprise, c'est pas les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé parfois avec des gens super bien, et j'ai beaucoup aimé mon travail. Le problème, c'est juste que j'aime pas être dans cette position-là d'exécutant. J'aime bien travailler pour moi, j'aime bien être indépendant, j'aime bien créer mes propres trucs, et je trouve pas la motivation quand c'est pour quelqu'un d'autre. J'ai beau essayer, j'ai vraiment beaucoup de mal parce qu'on partage pas forcément le même rêve, on partage pas forcément la même façon de travailler, les mêmes envies, et donc c'est toujours difficile de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, en tout cas pour moi. Et donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, quand j'ai fait le pire stage de ma vie, dont j'ai déjà parlé plein de fois, mais c'était dans une entreprise de vente de piscines sur internet, je me suis promis de ne plus jamais, de ne pas être salarié, de faire ce que je voulais dans la vie parce que c'était tellement important pour moi. Et donc j'ai fait une année de césure et j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube et à vendre des formations et à commencer à en vivre. Et ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de faire plein de choses, ça m'a permis de gagner une liberté que j'avais toujours voulu avoir, et ça me permet aujourd'hui de vivre de ma passion. Donc je considère que je suis vraiment privilégié grâce à ça. Mais j'aurais très bien pu faire le choix de me dire ok, j'essaye le salariat, si ça se trouve ça aurait pas été si terrible. Je pense que la première chose que j'aurais vécu, c'est l'ennui, et ça j'ai déjà vécu, tu vois, en étant salarié, ça peut être sympa, tu peux faire un truc intéressant, mais au bout d'un moment, moi je m'ennuie, j'ai un besoin intrinsèque de faire quelque chose qui me passionne toute la journée.
Et je pense que donc d'abord j'aurais la phase de l'ennui et ensuite j'aurais la phase du plan B, c'est-à-dire que j'aurais cherché un plan B, j'aurais cherché qu'est-ce que je pourrais faire sur mon temps libre, qu'est-ce que je pourrais développer. Si ça avait pas été ça, ça aurait été autre chose, mais je pense que j'aurais créé mon petit truc à moi de façon à pouvoir être indépendant le plus vite possible. Et je pense que les gens qui ont vraiment cette soif de liberté comme je pouvais l'avoir ne se posent pas pendant 10 ans la question est-ce que je devrais être salarié, est-ce que je devrais pas le faire, qu'est-ce que mes parents voudraient que je fasse, mais ils finissent par se dire ok je peux pas vivre comme ça, il faut que je fasse mon truc et ils finissent par le faire même si tu galères pendant 5 ans ou 10 ans. Ils finissent par le faire. Quand t'as vraiment envie d'être libre, tu finis par y arriver. J'en suis convaincu. Et alors peut-être qu'aussi que je me serais adapté, tu vois, j'en sais rien. Peut-être j'aurais fini par m'adapter. Je pense que l'homme a une capacité d'adaptation phénoménale et que on s'adapte à tout. Si t'as un mode de vie super opulent avec une super voiture dans une super villa, tu vas t'y adapter. Ça va être très dur de retourner dans un mode de vie classique. Si par contre t'as toujours vécu dans une chambre de bonne, finalement au bout d'un moment ça sera partout comme ailleurs. Il y a des études un peu qui montrent que sur le bonheur qui sont vraiment fascinantes, qui montrent que le taux de bonheur a toujours tendance à revenir à la normale quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Alors évidemment, sauf peut-être les vies vraiment dramatiques ou les vies vraiment terribles, mais c'est quelque chose que tu comprends ça quand tu vas dans un pays pauvre et que tu te rends compte que les gens sont beaucoup plus heureux que toi. C'est que c'est vraiment pas une question de possession, c'est vraiment pas une question de moyens, c'est vraiment pas une question de possibilités, c'est une question d'adaptation. Et on s'adapte à tout, et en fait tu vois les gens très riches pendant un certain temps ils sont super heureux, et puis au bout d'un moment leur taux de bonheur revient à peu près à la normale, et quelqu'un qui perd tout il va être très triste, puis au bout d'un moment son taux de bonheur va revenir à la normale, et c'est assez fascinant de voir à quel point l'être humain est capable de s'adapter. Donc j'aurais sûrement fini par m'adapter, mais j'aurais jamais été, moi je suis vraiment beaucoup plus heureux depuis que je fais ce que j'aime, et je pense que quand on a envie de faire quelque chose vraiment il faut se lancer quoi. Je sais pas si c'était super aidé, mais voilà, je peux pas en même temps prévoir comment j'aurais réagi si c'était le cas. Ensuite, question plus pratique de Nicolas qui me demande, alors ma question pourrait t'intéresser, tu expliques comment créer son contenu sur sa passion et ce qui intéresse les gens. Moi j'ai un problème, je suis étudiant en architecture, je suis passionné par ça, mais je me demande comment mettre à profit cette passion et la partager. Les gens ne sont pas réceptifs à l'architecture, et clairement vendre une formation de sport, c'est pas pareil que de vendre une maison. Alors ensuite il y a d'autres choses. Déjà je voudrais juste t'arrêter là. Je reçois pas mal de questions sur la thématique. Les gens recherchent souvent leur thématique, ils vont voir comment ils vont pouvoir appliquer mes conseils dans leur thématique. Et c'est vrai que souvent c'est pas évident, et faut se creuser un petit peu la tête, c'est pas forcément facile. Alors déjà tu dis que les gens ne sont pas réceptifs à l'architecture, je suis pas d'accord avec toi, je pense que en effet la plupart des gens ne sont pas réceptifs à l'architecture, mais toi tu vas pas essayer de cibler la plupart des gens, tu vas essayer de cibler directement les gens qui sont justement réceptifs à l'architecture. Et c'est comme tous les domaines assez précis, t'as la majorité des gens qui s'en foutent, et t'as un petit groupe de gens qui sont à fond dedans. Tu crois que ma thématique à moi, genre la création de contenu, ça passionne les gens? C'est pas du tout le cas. Genre moi, les gens qui m'entourent dans ma vie, ma famille, mes amis, ils s'en contrefoutent de ce que je raconte dans mes podcasts, tu vois, parce que ça les concerne pas et qu'ils sont pas réceptifs à ça. Mais peut-être que si toi t'écoutes mon podcast tous les jours jusqu'au bout, c'est que toi t'es particulièrement réceptif. Et ça tombe bien, parce que c'est pas ma famille ou mes amis que j'essaie de convaincre, c'est toi que j'essaie de convaincre, c'est à toi que j'essaie de partager ce que j'ai appris. Donc je pense que c'est exactement pareil pour toi, Nicolas. N'essaye pas de convaincre tout le monde si ta famille ou tes parents ou tes amis sont pas réceptifs à ce domaine-là de l'architecture, tu t'en fous complètement. C'est pas eux que tu essaies de convaincre, c'est les gens qui sont déjà réceptifs à l'architecture. Et c'est beaucoup plus simple de convaincre des gens qui ont envie d'être convaincus que de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Et alors ensuite, je continue un petit peu ta question. En plus, je ne peux pas expliquer aux gens comment être architecte, car c'est un domaine où l'on devient car ce n'est pas un domaine où l'on devient autodidacte. Il faut passer par des études, etc. Bref, comment développer un business autour d'une passion artistique qui se partage difficilement. Alors, moi je pense que déjà il faut te poser la question de qui est-ce que tu cibles. Qui sont ces gens réceptifs que tu vas cibler? Il y a plusieurs possibilités. En tant qu'étudiant, peut-être que tu peux cibler justement les étudiants. Il y a pas mal d'étudiants, j'imagine, qui sont dans ce domaine-là, qui ont envie d'en apprendre plus. Et ces étudiants-là vont pas forcément avoir les mêmes besoins que l'architecte ou que le simple passionné. Donc déjà, pose-toi la question, qui est l'audience que je vise? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des architectes professionnels? Ou est-ce que c'est juste des passionnés d'architecture? C'est trois profils bien différents. Le seul rapport entre les trois, c'est qu'ils sont intéressés par le même domaine. Les étudiants, tu vas pouvoir les aider, par exemple, la première question que tu te poses, c'est qui sont les gens qui sont dans cette thématique-là. La deuxième question que tu te poses, c'est comment est-ce que je peux aider ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là recherchent dans cette thématique? Un étudiant, il va rechercher d'abord, bien sûr, à avoir son diplôme. Il va rechercher à apprendre plus vite. Il va rechercher à avoir les bons outils de travail.
Un architecte professionnel, il va rechercher des clients, tout simplement. Il va rechercher des outils. Un passionné d'architecture, il va rechercher par exemple des formations peut-être pour lui apprendre à dessiner ou à faire un plan. Il va rechercher peut-être des éléments d'histoire sur l'architecture. C'est ça qui va le passionner. Et donc une fois que tu as passé ce filtre-là, donc premier filtre, qui sont les gens qui sont intéressés. Deuxième filtre, quels sont leurs besoins. Le troisième filtre, c'est passer trois choses. Est-ce que c'est comment je pourrais rendre donc leurs besoins plus faciles, plus rapides, ou leur donner plus de résultats. Donc on va prendre plusieurs exemples. Par exemple, l'étudiant qui va avoir son diplôme, comment je peux rendre ça plus facile, plus rapide, ou lui faire avoir plus de résultats. Donc le résultat, c'est avoir son diplôme. Plus facile, c'est en travaillant moins. Plus rapide, c'est en travaillant au dernier moment et en ayant les mêmes résultats. Au résultat, ça peut être avoir une meilleure note simplement. L'étudiant, par exemple l'architecte qui veut chercher plus de clients. Bon pareil, les trois filtres. Comment on peut rendre ça plus facile, comment on peut rendre la recherche de clients plus facile, comment on peut rendre la recherche de clients plus rapide si tu as besoin de clients rapidement, ou comment on peut avoir plus de résultats, c'est-à-dire trouver plus de clients et faire plus de chiffre d'affaires. Un passionné par exemple qui veut s'intéresser au dessin, qui veut apprendre à dessiner ou à faire des plans, comment tu peux rendre ça plus facile, peut-être par des logiciels particuliers, peut-être par des techniques de dessin, comment tu peux rendre le dessin plus rapide pour en faire plus en moins de temps, et comment tu peux lui faire avoir plus de résultats, c'est-à-dire faire un beau dessin tout simplement, ou quelque chose qui va vraiment leur plaire, qui vont vraiment pouvoir utiliser. Donc tu vois, moi j'ai fait ça sous forme d'arbre, tu vois, donc j'ai fait par exemple premier arbre, étudiant, architecte passionné. Deuxième arbre, diplôme, apprentissage, outils, dans le cas des architectes, clients, outils, dans le cas des passionnés, dessin, histoire. Et ensuite, les filtres, faciles, rapides et plus de résultats. Donc tu vois, en creusant un peu, en posant la première question, qui sont les gens que je vise? Deuxième question, quels sont leurs besoins? Et troisième question, comment je pourrais les rendre plus faciles, plus rapides et leur donner plus de résultats? T'as déjà des choses à leur apprendre et déjà des choses dont tu peux parler. Et je pense que le domaine de l'architecture est un très bon domaine parce que justement c'est un domaine de niche. Comme tu dis, tout le monde n'est pas réceptif à ça et c'est très bien. Et les gens qui sont réceptifs à ça sont à fond dedans. Je suppose que si tu fais des études d'architecture, c'est que tu es passionné d'architecture. Et si tu es passionné d'architecture, c'est probablement que tu n'es pas le seul. Ensuite, j'ai une question de El Chico Loco. Très sympa, le petit nom espagnol, ça me donne envie de chanter, mais on vaut mieux pas essayer dans ce podcast. Bonjour Antoine. Pour vendre une formation, comment formuler une promesse attractive lorsque l'on se trouve dans une thématique où les résultats ne sont pas quantifiables ou alors objectivement mesurables, comme par exemple le développement personnel. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ta question, El Chico Loco, et qu'on se dise, ok, est-ce que, par exemple, l'exemple que tu me donnes c'est le développement personnel, est-ce que le développement personnel, il n'y a pas des résultats qui sont quantifiables ou mesurables ? Le développement personnel, c'est quoi? C'est plusieurs choses, tu vois. Tu peux pas juste dire, voilà, je vais t'enseigner le développement personnel. Moi, j'ai toujours conseillé de commencer dans une niche, dans un domaine beaucoup plus ciblé. Développement personnel, par exemple, c'est quoi? Ça peut être la confiance en soi. Comment on peut mesurer la confiance en soi? Par exemple, le parfait débutant, ça peut être, voilà, à la fin de cette semaine, tu vas être capable de parler à ta boulangère sans bégayer. C'est déjà énorme pour beaucoup de gens. Ou alors, à la fin de ce mois-ci, tu seras capable de parler devant 100 personnes. Tu vois que c'est mesurable, on peut même donner des chiffres, parler devant 100 personnes, c'est quelque chose de visuel et de mesurable. Si tu parles d'argent, par exemple, s'il est au développement personnel, évidemment, l'argent, c'est mesurable. Par exemple, gagner 1000 euros par mois, 2000, 10 000. L'amour, si tu parles d'amour, c'est pareil, c'est le développement personnel. Ça peut être par exemple comment récupérer son ex. J'ai un ami qui est dans ce domaine-là. Ou alors comment aborder 10 filles avant ce soir, tu vois. C'est des choses aussi qui sont quantifiables. Si par exemple c'est la liberté, ça peut être comment trouver le job de tes rêves. Ça peut être quelque chose de précis. Comment partir en voyage dans une semaine sans rien préparer. Ça peut être quelque chose de précis. Et l'idée, si t'as rien de précis ou de mesurable qui te vient en tête, c'est de raconter quelque chose qui est le plus visuel possible. Ta proposition de valeur, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est ce que va sentir la personne qui t'écoute, qui est en face. Donc ça peut être raconter une histoire. Ça peut être lui exprimer les sensations, comment il va se sentir une fois qu'il aura acheté ton produit, une fois qu'il aura suivi tes conseils. Lui faire imaginer la personne qui va devenir une fois qu'il aura suivi tes conseils. Et pour ça, les formats qui fonctionnent bien, ça peut être les métaphores, ça peut être les histoires, ça peut être raconter aussi ton histoire personnelle, raconter par où t'en es venu. Mais si t'arrives à toucher vraiment les gens, pas seulement sur le rationnel, mais vraiment sur l'émotionnel, en leur faisant sentir quelque chose, en leur donnant des frissons, finalement c'est ça ta proposition de valeur.
l'heure. C'est si t'écoutes mes conseils ou alors si t'achètes mon produit, voilà comment tu vas te sentir, voilà quelle personne tu vas devenir, voilà qui tu vas être, pas seulement avoir X euros ou je sais pas quoi, mais voilà la personne que tu vas devenir. Et ça, t'as pas besoin de résultats quantifiables ou mesurables, tu peux simplement l'exprimer avec des mots qui vont toucher la personne en face, et pour faire ça, il faut d'abord bien connaître les gens à qui on parle, bien connaître son audience. Ensuite, j'ai une question de Michael qui me dit deux questions très simples où je vais répondre rapidement, je pense. Première question, combien d'heures travailles-tu par jour ? Et deuxième question, combien d'heures dors-tu par jour ? Alors, je sais pas si je vais te donner mon planning complet. Combien d'heures je travaille par jour, c'est très compliqué. Je travaille entre 1 heure et 8 heures par jour, pour te dire que c'est vraiment très très large comme fourchette. C'est-à-dire que si je fais juste un podcast, par exemple, voilà, l'autre jour, je suis parti toute la journée, on a visité je sais pas quoi, du coup j'avais vraiment pas le temps. Je me suis levé le matin, je me suis laissé 1 heure pour faire le podcast, j'ai écrit mes petites notes, j'ai trouvé un sujet, j'ai écrit mes petites notes, j'ai enregistré sur une demi-heure, et ensuite, je l'ai mis en ligne en 10 minutes, tu vois. Donc en 1 heure, c'était bouclé, j'avais fini ma journée de travail. Mais évidemment, mon travail consiste pas que à faire des podcasts. Moi, j'aime bien travailler un peu sur le système, améliorer le système, améliorer les process, travailler aussi bien sûr sur les formations, communiquer avec les gens avec qui je travaille, avec mes collègues et tout. Donc tout ça, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du travail, mais on peut considérer que c'est du travail. Dans ce cas-là, généralement, je travaille plutôt 3, 4, 5 heures par jour ou plus. Après, tout dépend ce que tu fais. Il y a plein de choses que moi, je considère pas comme du travail, mais qui me sont extrêmement utiles. Par exemple, lire des livres instructifs. C'est pas forcément, pour moi, c'est pas du tout du travail, tu vois. C'est un plaisir et en même temps ça m'est très utile parce que ça me donne de la matière pour mes podcasts et pour mes formations. Et puis ça m'aide à travailler aussi sur moi-même. Je sais pas, quand je fais des rencontres business ou des rencontres abonnés, là comme on a pu faire à Montréal, c'est pas du travail, tu vois, c'est une rencontre entre copains, on boit des coups, tu vois, je considère pas ça comme un travail acharné en remplissant des tableaux Excel sur un ordinateur, mais évidemment c'est utile pour moi parce que ça m'aide à avoir du feedback. Pareil, quand je fais des dîners abonnés, ça m'aide à avoir du feedback, à discuter avec mon audience, avec les gens qui me suivent. Voilà, pas mal de contenu aussi que je suis qui m'est très utile, mais c'est du plaisir. Donc si tu veux, moi je peux pas vraiment séparer le travail et vie personnelle parce que le travail est complètement inclus dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, je travaille tous les jours, tu vois. Il est pas question pour moi de prendre des week-ends ou des vacances, pas parce que ce serait pas bien pour mon business, mais juste parce que je m'ennuierais à mourir et c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Donc je pense que quand t'arrives à effacer la frontière entre travail et vie personnelle, non pas parce que t'as plus de vie personnelle, mais parce que t'adores ton travail, c'est le kiff total et t'en es plus à compter tes heures. Et puis combien d'heures tu dors par jour ? Je dirais entre 8 et 9 heures généralement. Une fois que je suis endormi, je dors bien, mais souvent j'ai du mal à m'endormir. Donc ça dépend si je mets un réveil ou pas, mais j'essaie de bien dormir. Pour moi, le sommeil est extrêmement important et je pense qu'il faut pas sacrifier son sommeil. Quoi que tu fasses, tu vois, le sommeil c'est de l'énergie, c'est de la créativité, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'ils sont créatifs quand ils sont fatigués. Moi, je suis créatif quand je suis plein d'énergie, quand je suis en forme, et pour ça, j'ai besoin de bien dormir. Donc moi, j'ai besoin d'avoir au moins mes 8 heures de sommeil par nuit. Je suis un gros bébé ou un petit vieux, je sais pas, mais pour moi, c'est nécessaire. Et je pense que quand on fait un boulot comme le mien, ça se compte pas en nombre d'heures de travail, ça se compte avant tout ça se compte pas vraiment en temps. La valeur la plus précieuse, c'est pas le temps, c'est l'attention. Et l'attention, c'est beaucoup plus compliqué que le temps. Il suffit pas de laisser du temps, tu vois. Si tu t'es fatigué toute la journée et que t'as mal dormi, tu peux avoir autant de temps que tu veux dans ta journée. Si t'as pas d'attention, ça vaut rien. Tu vas pas pouvoir créer de contenu, tu vas pas pouvoir faire de formation. Donc je pense que l'attention est plus importante que le temps et donc il faut chérir l'attention. Et chérir l'attention, ça veut dire aussi avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, bien dormir, se faire plaisir, tu vois, être dans un environnement qui nous inspire. Et c'est aussi pour ça que je voyage et que je fais des trucs qui me plaisent, tu vois. C'est pas juste pour me la couler douce, c'est aussi parce que ça m'est utile pour mon travail. Ensuite, question de Joseph. Alors, bonjour Antoine, je suis très admiratif de ta capacité à transformer un conseil en apparence tout simple. En un podcast, ok, d'accord, j'ai pas employé le bon ton, je recommence. Bonjour Antoine, je suis très admiratif de ta capacité à transformer un conseil en apparence tout simple en un podcast complet de 20 minutes où aucune minute n'est de trop. Je voudrais donc savoir comment fais-tu pour développer un concept ou un simple conseil en un discours, complet et argumenté. As-tu une structure spécifique qui te permet d'étendre le sujet pour en parler dans sa globalité ? Merci d'avance pour ta réponse et ton contenu quotidien. Alors, Joseph, première chose, j'ai des plans de contenu. J'ai une liste de plans de contenu qui m'aident. Je peux donner un exemple de plan de contenu. Ça peut être par exemple commencer par une histoire. Tu commences par raconter une anecdote qui t'est arrivée. C'est ce que j'ai commencé par faire par exemple dans ce podcast aujourd'hui. Tu racontes une anecdote, un truc qui t'est arrivé, une histoire qui arrive avec quelqu'un d'autre, n'importe quoi. Deuxième chose, théorie. Tu exprimes ta théorie. Par exemple, dans mon podcast d'hier, la théorie c'était je pense qu'on peut faire du contenu extrême sans être un extrémiste. Et je pense même que c'est une bonne chose. Ensuite, métaphore. Tu donnes une métaphore. Tu dis voilà, c'est un peu comme remplir un verre. Alors tu sais, il y a plein de métaphores
métaphores possibles, le verre d'eau, la voiture, enfin voilà. Moi je note toutes les métaphores qui me viennent en tête, c'est un vrai boulot pour moi de trouver des métaphores et c'est quelque chose qui donne une image qui s'accroche à ce que tu dis et c'est ce que les gens vont retenir. Ensuite, plan d'action, tu dis aux gens comment faire, étape par étape, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ensuite, appel à l'action, c'est-à-dire voilà, si tu veux aller plus loin, tu peux soit démarrer cette formation, soit t'inscrire à mon Facebook, soit poser une question ou ce que tu veux. Donc un plan de contenu, ça peut être commencer par une histoire, ensuite exposer ta théorie, ensuite donner une métaphore, ensuite donner un plan d'action en plusieurs étapes et ensuite donner un appel à l'action, c'est-à-dire une action que la personne va faire en t'écoutant. Donc là, c'est un exemple de plan de contenu, j'en ai plusieurs comme ça. Je vais pas tous les dire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ouais, ça peut t'aider de faire des plans de contenu, tu vois, parce qu'en fait, finalement, ta théorie, elle peut tenir en une phrase et ton podcast, il peut durer une demi-heure si t'as un bon plan de contenu. Et puis sinon, je pense que le plus important, c'est pas forcément les plans ou les systèmes, le plus important, c'est de te laisser parler. Je pense que quand on est passionné par quelque chose, rien ne peut nous arrêter. Et il y a forcément un sujet chez toi où tu peux en parler pendant des heures, où t'es intarissable sur ce sujet, où tu saoules tout le monde avec ce sujet. Bah dis-toi que c'est ce sujet-là probablement où tu vas être le meilleur pour en parler, même sans notes. Parfois mes meilleurs contenus, c'est des contenus où j'ai rien noté, juste parce que je suis inspiré. Donc profite de ces moments où t'es inspiré, laisse-toi parler, te bride pas, surtout il faut pas se brider quand t'as peur de ce que tu dis, on en a parlé hier, mais il faut pas avoir peur de ce que tu dis, il faut pas avoir trop peur de choquer les gens, peser tous tes mots et tout, parce que tu vas forcément te brider. N'hésite pas à utiliser ton vécu, à parler toi. Je pense pas non plus qu'il fasse avoir peur de montrer ses faiblesses. De dire voilà, moi je suis pas bon là-dedans, ou alors j'ai fait cette erreur, ou alors j'ai galéré. Souvent on a peur de le faire, donc du coup c'est pareil, on se bride, les gens le ressentent, et montrer tes faiblesses c'est un bon moyen aussi de nouer une vraie relation avec les gens qui te suivent, montrer que t'es un être humain. Donc laisse-toi parler, utilise ton vécu, raconte des anecdotes qui te sont arrivées. S'il y a un truc qui te vient en tête que t'as pas noté sur ton plan, bah n'hésite pas à en parler, parce que c'est ce qui reproduit finalement le schéma normal et logique d'une discussion. Tu sais, on a tous fait des discussions avec des potes où on est à un dîner, et puis on commence à parler d'un sujet, et on se retrouve au bout de 20 minutes à parler d'un sujet qui a rien à voir et on sait pas du tout comment on est arrivé là. Bah je pense que ça peut être assez intéressant de faire ça aussi dans les podcasts parce que c'est ce qui fait qu'un podcast est spontané et agréable à écouter et les gens vont pas avoir l'impression qu'on leur fait une leçon, tu vois, ils auront pas l'impression d'être à l'école, ils auront juste l'impression de discuter avec un ami. Et puis la dernière chose, c'est de pas scruter sa montre, tu vois, si tu passes ton temps à dire oh là là, faut absolument que je tienne pile 20 minutes, oh là là, faut que je trouve des trucs à dire et tout, finalement ça va te mettre la pression. Je pense qu'il faut bosser sans pression, te détendre, tu t'en fous de combien de temps, ton podcast il peut durer 20 minutes, il peut en durer 40, c'est pas grave, t'es pas là pour faire une performance, t'es là pour apporter de la valeur aux gens et toujours garder en tête comment je pourrais aider un maximum les gens qui sont en face de moi. Et puis je vais répondre, alors il me reste 2 questions, on va essayer d'aller un peu plus vite, ça fait déjà un bout de temps qu'on est là. Question de Vincent. Alors c'est question en plusieurs étapes, je vais faire des pauses à chaque fois pour y répondre. Première, alors il m'en a posé plein en fait, j'en ai juste sélectionné quelques-unes. Donc est-ce que le problème de confiance en soi est-il un frein quand il est vraiment perceptible et quand le contenu est quand même de qualité? Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut faire du contenu en ayant un problème de confiance en soi et est-ce que les gens vont nous écouter? Alors je pense que dans la création de contenu, notamment sur YouTube ou sur Internet, ce qui paye le plus, c'est pas la confiance en soi, c'est l'authenticité. Et on le voit avec plein de gens, tu vois, qui font leur fier sur YouTube, qui essaient de bien parler, qui essaient de se la péter un peu et tout, qui ont vraiment de la confiance en eux. C'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est les gens qui sont authentiques. Tu regardes par exemple Norman, tu vois, c'est pas franchement le mec sur YouTube qui se la pète, tu vois. C'est le genre de mec au contraire qui va un petit peu montrer ses faiblesses, qui va un peu rire de lui-même et qui est parfaitement authentique, tu vois. Il fait toujours ses vidéos maintenant. Enfin, tu vois, c'est une star au niveau francophone et il continue à faire ses vidéos dans son salon, tu vois, avec son sèche-linge derrière. Il a bien compris. Il a bien compris que l'authenticité, c'était ce qui payait. Et je pense que toi, tu peux commencer comme ça. Tu peux dire, voilà, moi je fais des vidéos là-dessus, je vous préviens, j'ai pas l'habitude de faire ça, je risque de pas être super à l'aise, je vous demande de me pardonner et simplement d'écouter ce que j'ai à dire, parce que quand même là-dedans, j'ai appris des choses et je pense que je pourrais en parler avec vous. Donc l'idée, c'est pas d'essayer à tout prix de le masquer, parce que ça va sentir, c'est de l'assumer et de jouer la carte de l'authenticité. Et puis la deuxième chose, c'est que si tu fais de la quantité, bah tu vas gagner en confiance en toi. Plus tu produis, plus tu gagnes en confiance en toi. Et ça me rappelle une citation de Casey Neistat. Alors je vais pas te la citer par cœur de tête, mais en gros, dans une interview, Casey disait, je pense que ce qui paye justement sur YouTube, c'est l'authenticité. Le problème, c'est que quand on débute sur YouTube et qu'on n'est pas à l'aise, bah ça fait faux et donc ça fait pas authentique. Et donc la solution à ça, c'est la quantité, c'est de publier tous les jours jusqu'à devenir justement confiant et pouvoir être authentique. Donc je pense que si aujourd'hui
aujourd'hui t'as pas confiance en toi, justement fais du contenu même si tu le publies pas, entraîne-toi, et plus tu vas en faire, plus tu auras confiance en toi. Je peux te dire que mes premières vidéos c'était pas ça, je suis vraiment pas quelqu'un qui dans la vie a grandi avec une grande confiance en moi, tu vois, j'ai toujours été un petit peu insecure comme on dit, enfin tu vois, en insécurité, je me suis jamais senti très bien, et puis plus j'ai fait du contenu, plus je me suis senti bien, et aujourd'hui j'ai plus de problème de confiance à faire du contenu ou à parler en public parce que je me suis entraîné, et c'est la seule raison. Ensuite, tu continues en disant ce dont j'ai le plus peur, c'est justement de ma voix et d'une certaine timidité qui s'installe avec le temps, qui n'est pas naturelle et clairement pas moi. Alors déjà tu sens que c'est pas toi, que c'est, tu vois, c'est pas ta vraie voix ou c'est pas ta vraie timidité. Et je pense que voilà, le problème c'est probablement que t'as la pression, tu te dis oh là là, faut que ce contenu soit bien accueilli, et cette pression souvent elle est aggravée par les feedbacks négatifs que tu peux avoir quand tu crées du contenu sur internet. Souvent les gens ils sont pas tendres, et s'ils sont pas tendres c'est parfois soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce que ils savent pas ce que c'est que de créer du contenu, ils pensent que c'est facile, donc tu vois, mais les gens qui savent vraiment ce que c'est, ils vont pas te critiquer généralement. Donc tu dis justement que t'as écouté mon dernier podcast qui parlait d'améliorer sa voix et que j'ai tapé directement là où ça fait mal. Moi je pense qu'il faut commencer petit, tu vois, tu peux commencer simplement par faire peut-être des articles de blog, tu vois, c'est comme ça on voit pas que t'as pas confiance. Et puis ensuite tu commences à faire peut-être des podcasts où tu montres pas ton visage, tu vois, puis tu t'entraînes, tu fais la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu fais un petit pas supplémentaire, puis tu finis par faire des vidéos, puis tu finiras un jour par parler en public. Mais pour ça il faut commencer, et si c'est difficile de commencer petit, et à chaque fois augmenter un petit peu la dose d'effort jusqu'à devenir bon. Je pense que c'est comme ça qu'on devient bon dans n'importe quel domaine. Je pense qu'il y a aucun grand artiste qui a été bon la première fois qu'il a appuyé sur la touche d'un piano. À mon avis, ils ont commencé tous par galérer, et puis ils ont persévéré, et c'est ça souvent qui fait la différence. Alors je sais qu'il y a l'injustice, je sais qu'il y a des gens qui ont naturellement confiance en eux, ça on peut rien y faire, mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas forcément parce que les gens ont confiance en eux qu'ils vont être bons, qui vont attirer d'autres gens, qui vont créer du contenu vraiment intéressant, vraiment inspirant, ou qui vont avoir des bonnes idées. Donc toi peut-être que t'as pas encore totalement confiance en toi, que ça se ressent dans ton contenu, mais peut-être qu'au niveau des idées, tu peux vraiment te démarquer, et au niveau de la sincérité, l'authenticité que tu vas transmettre, tu peux vraiment te démarquer, là où des gens qui ont confiance en eux vont pas forcément y arriver. Et puis tu termines par cette phrase, et quelque part peut-être du regard que l'on portera sur moi à cause d'erreurs qui peuvent être difficilement lavées une fois perçues. Alors, ouais, il y a des gens qui vont te faire remarquer des erreurs. Il y a des chasseurs d'erreurs partout sur YouTube, j'en ai eu plein. C'est-à-dire que tu vois, tu fais une vidéo de 15 minutes où tu t'embêtes à essayer d'expliquer quelque chose qui est vraiment important pour toi et tout. Puis un mec qui va mettre un commentaire lapidaire pour te dire que t'as fait une erreur de français ou une faute de frappe ou je sais pas quoi. Les chasseurs d'erreurs, si c'est un mot qui est synonyme pour ça, c'est casse-couille. Donc franchement, ces gens-là, ne les écoute pas. Écoute les gens qui te soutiennent, écoute les gens qui t'aident. C'est pas grave si tu fais des erreurs. Je veux dire, si tu débutes, il y a pas beaucoup de gens qui vont les voir. Ces gens-là, ils comptent pas vraiment. Honnêtement, moi, j'ai fait plus de 450 contenus, j'en ai dit des conneries, j'en ai fait des erreurs. J'ai eu des gens qui m'ont insulté pour ça. Tu vois, je suis toujours là. Je gagne toujours ma vie avec ce que je fais, et j'ai toujours des gens qui écoutent mon contenu. Donc inspire-toi peut-être de ça, fais ton truc à toi, et puis tu verras bien. Dernière question de Snacky avant de terminer. Salut Antoine, peux-tu nous donner ton avis sur Sales et les outils de paiement que tu as déjà utilisés, et quel serait le mieux quand on n'a pas envie de se prendre la tête? Alors moi j'ai cherché pendant des mois et des mois les meilleurs outils de paiement justement pour encaisser les paiements et pour vendre mes formations. Sales, donc tu as parlé de Sales. Sales est très bien quand on débute, vraiment je le conseille beaucoup aux gens qui débutent, donc ça s'appelle SELZ. J'ai aussi utilisé Sendall, qui est pas mal du tout, alors qui te permet pas de créer des pages de vente, des trucs vraiment élaborés, mais qui te permet de créer des abonnements et qui a pas mal de fonctionnalités et qui est simple à utiliser, donc Sendall, Sendowl. Et puis je viens d'en découvrir un nouveau qui s'appelle Coach, qui est vraiment très intéressant. C'est pas codé avec les pieds, si tu veux, c'est vraiment bien fait, c'est propre, c'est beau, il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes. Simplement c'est un service qui est encore tout jeune, il n'y a pas encore une grosse équipe derrière. Je suis directement d'ailleurs en contact avec le CEO de la boîte, tu vois, on discute un peu ensemble, je lui ai donné quelques idées de choses qu'il pouvait implémenter, et c'est même moi qui ai fait la traduction en français. Donc tu vois, c'est vraiment un petit truc. Normalement dans quelques jours ou dans quelques semaines, il y aura une version française qui sera mise en ligne, donc ce sera encore plus facile pour toi de l'utiliser. Ça s'appelle Coach, et je t'ai mis le lien en description, c'est un lien affilié, donc tu peux aussi taper juste Coach sur Google, tu vas peut-être trouver si tu veux pas passer par mon lien. Simplement c'est un truc qui a l'air vraiment intéressant. L'équipe a l'air vraiment bien, enfin c'est le premier service que j'utilise qui a l'air vraiment très prometteur, très
très bien fait et qui se fout pas de la gueule de ses utilisateurs. Donc voilà, ça s'appelle Coach, C-O-A-C-H. Et puis je vais terminer là-dessus. J'ai pas prévu de citation parce que je pense que je vous ai déjà tous cités et c'est déjà pas mal. Encore une fois, merci pour vos questions parce que j'ai vraiment des questions. Parfois vous me posez des cols, j'ai genre des questions, je dis oh là là, comment je vais pouvoir répondre à ça. Ça me force à me creuser la tête et ça me force à trouver des réponses intéressantes. Donc merci de me forcer à réfléchir et à trouver des réponses intéressantes. Continuez à me poser des questions. Je peux pas répondre à toutes malheureusement, mais j'essaye de faire mon possible pour répondre aux questions pertinentes et aux questions qui se répètent pas. Donc t'as le lien en description si tu veux me poser une question. Nous, on se retrouve demain dans le prochain podcast. À demain.